Dans cette séquence simple, il sera question de vous présenter les processus neurobiologiques d'adaptation au stress. Alors, sachant que le stress, et comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui peut être nuisible, néfaste, qui peut être négatif pour notre organisme, et vous verrez que ça sollicite plus d'une voie nerveuse pour que le corps, l'organisme puisse s'adapter et essayer de pallier aux effets ou aux méfaits du stress. Alors, pour commencer d'abord la définition de ce stress, bien sûr, vous avez sans doute entendu parler de ce mot. C'est en fait le mal du siècle, c'est l'affaire du tous. Tout le monde en parle, tout le monde en souffre. Le stress est en fait omniprésent partout, euh, dans nos vies, au travail, à la maison, en voiture, etc. Donc, on est assailli de stress en permanence dans notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Alors, le problème est devenu tellement, euh, disons, le phénomène il est devenu tellement étendu euh, dans les sociétés que la presse s'empresse d'en parler au grand public pour donc parler un petit peu de ce phénomène et comment éventuellement prévenir ce stress. Alors, d'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques années, si vous vous en souvenez, on parlait dans la presse internationale de ce stress. Pourquoi? Parce que dans des entreprises comme par exemple France Télécom, il y avait une série de suicides de salariés de l'entreprise. Donc, ils étaient vraiment au bout de leur état psychologique, qui fait qu'il y avait une série de suicides. Donc, la presse en parlait, même les pouvoirs publics, donc les politiques en parlaient pour essayer d'interpeller et d'attirer l'attention des chefs d'entreprise pour essayer disons, d'agir dans ce sens et de tempérer la pression sur les salariés pour qu'ils n'en arrivent pas là. Alors, mais il y a une question qui se pose, le stress, est-ce un ami ou un ennemi? Alors, en fait, le stress, il n'a pas que des mauvais côtés, il n'a pas que des mauvaises vertus, il n'a pas que de mauvais côtés, puisqu'il a aussi des vertus stimulantes. Par exemple, vous, pour réussir, donc vous venez à la fac, vous recevez vos cours et après vous révisez bien sûr, pour essayer de réussir et de réussir le mieux possible. Donc, en fait, la réussite vous pousse à l'action, d'accord? Et recule même vos limites, c'est-à-dire que vous pouvez veiller un petit peu plus tard pour travailler, vous pouvez vous sacrifier. Donc, on peut faire des sacrifices tout en étant stressé à cause d'une motivation. Donc, il y a une motivation derrière. Mais bien sûr, cependant, à haute dose, à forte dose, eh bien, le stress, il peut générer des effets néfastes, désastreux sur la santé. Alors, si on veut définir ce phénomène, le stress, en fait, il peut être défini comme la réaction de l'organisme à un agent d'agression physique, quelque chose qui nous agresse sur le plan physique, chimique, ou l'agression peut être aussi une contrainte émotionnelle. Donc, ça peut être un choc émotionnel qu'on subit. Et cette réaction, donc cette réponse normale, c'est une réponse qui est tout à fait normale. Le fait de réagir à un stress, c'est une réponse tout à fait normale, automatique, permettant d'aider l'individu à faire face à une situation problématique ou vécue comme telle. Il s'agit donc d'une réaction, comme je l'ai dit, une réaction automatique qui peut être biologique et psychologique, et dont le but premier est de permettre au sujet de, bien sûr, survivre à un danger, donc quelque chose qu'il ressent comme étant un danger, ou de surmonter une difficulté, soit en éliminant la menace, soit en s'adaptant aux circonstances, soit en fuyant. Alors, une menace, par exemple, on va prendre un exemple d'un stimulus stressant, par exemple, le fait de se voir agressé par un chien.
Donc un chien qui vient vers vous, qui vous agresse. Alors la première réaction que vous allez faire, c'est d'essayer, alors soit bien sûr vous essayez de s'adapter, vous essayez de le calmer et vous adapter à cette circonstance, ou alors vous allez prendre la fuite. Donc là aussi, c'est une réaction automatique biologique qui peut s'installer suite à l'apparition donc d'un stimulus stressant pour vous. Donc, soit en fuyant, soit vous allez essayer euh, d'éliminer la menace, c'est-à-dire, je ne sais pas, lui lancer une pierre pour le, lui faire peur, etc. Ou alors, on peut prendre aussi l'exemple concret notre quotidien. Donc, dans une entreprise, il y a une hiérarchie euh, salariale. Donc, il y a le chef de l'entreprise, il y a les salariés, donc les salariés, les ouvriers qui travaillent pour ce chef de l'entreprise. Alors, parfois, le chef peut faire une grosse pression sur ses salariés pour qu'ils produisent le maximum, et parfois, cette pression justement, exerce un fort choc émotionnel sur l'individu qui fait que, bien sûr, l'individu, il peut soit s'adapter à la situation, c'est-à-dire va essayer de travailler le maximum et s'accrocher au maximum pour essayer de produire au maximum, ou alors il peut craquer et se replier sur lui-même, il peut, disons, subir un effet psychologique qui fait que il va avoir du mal à travailler, il peut même fuir son travail, il peut carrément penser au suicide, donc lorsque le choc émotionnel est très fort, qui fait que différentes façons peuvent être abordées pour réagir automatiquement. Donc, c'est une réaction automatique pour réagir automatiquement à un stress. Il s'agit par conséquent d'un ensemble de réactions comportementales et physiologiques en réponse à cette menace qui vient de l'environnement, donc cette menace d'origine qui peut être d'origine environnementale ou expérimentale, appelée facteur de stress. Alors, bien entendu, on ne perçoit pas de la même manière, tous les individus ne perçoivent pas euh, la situation de la même manière. Il y en a qui vont être plus affectés que d'autres. Alors, je prends l'exemple, par exemple, je suis chez moi, je sens la bouteille de gaz, alors cette odeur de gaz peut être perçue comme un grand danger pour une personne et pour une autre personne, elle va le percevoir moins. D'accord? Donc, et en fonction de cette perception, eh bien, on va développer la réponse ou la réaction au stress. Donc, celui qui va le percevoir vraiment très négativement, il va essayer d'agir, il va essayer essayer d'aller voir la bouteille de gaz pour la fermer, ouvrir la fenêtre, regarder s'il n'y a pas eu une fuite quelque part, il faut ouvrir les fenêtres. Et pour une autre personne, peut-être il ne va pas agir de la sorte pour réagir à cette situation. Donc, la perception de la situation par l'individu joue un rôle essentiel dans la réponse au stress. Alors, en fait, ce stress, il a déjà été défini dans les années 30 par un chercheur canadien Inselé qui avait défini le stress comme étant le syndrome général d'adaptation. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome général d'adaptation? Eh bien, il comprend 3 phases. 1, 2, 3. Tout d'abord, la réaction dite d'alarme, c'est-à-dire durant cette phase, le cerveau perçoit un danger, donc il ressent ce danger et va déclencher un signal d'alarme. Alors comment ceci? Voilà, donc il y a une voie nerveuse qui est sollicitée. Alors le stress va activer les neurones d'une structure de notre tronc cérébral qu'on appelle la formation réticulée, laquelle va activer des neurones hypothalamus, lequel va stimuler la production d'adrénaline. Et cette adrénaline aura pour effet, comme on va le voir, bien sûr, puisqu'il y a des réactions physiologiques qui apparaissent chez l'individu qui est stressé, qui a peur, qui est angoissé, etc. Et il y a une accélération cardiaque, une accélération de la fréquence respiratoire, etc. Alors la seconde phase, donc là c'est la première phase, on perçoit, on ressent. Voilà, il y a cette fois qui est sollicitée. La deuxième phase, donc une fois on a perçu le danger, eh bien
il y a la phase de résistance ou de retrait qui vient après. C'est-à-dire que là, le corps est prêt à intervenir par activation d'axes neuro-endocriniens. Donc là, on a perçu, eh ben, on va réagir. La première réaction, donc, c'est l'activation d'axes neuro-endocriniens qui sont l'axe qui va produire les glucocorticoïdes, cortisol, et bien sûr l'activation de la production de la vasopressin. On va revenir en détail par la suite sur cette phase. Et enfin, la phase dite de relaxation ou d'épuisement, c'est-à-dire si le danger est passé, eh bien le corps va récupérer, d'accord? Mais si le stress dure, si le stress est répété dans le temps, s'il perdure, eh bien le sujet risque l'épuisement. Donc, durant cette phase, soit c'est une relaxation lorsque le danger est passé, ou alors si le stress est maintenu, eh bien, on s'épuise. C'est une phase d'épuisement. Donc, trois phases définies par Hens-Sunny. Alors, les trois phases représentées à travers, à travers ce graphe, pour vous montrer un petit peu, disons, la pression que subit l'individu durant ces trois phases du stress. Alors, il y a la phase d'alarme. Alors, donc ici, il y a l'apparition de l'agent stresseur, d'accord? Il y a apparition donc d'une réaction aiguë de l'organisme caractérisée par une accélération des principales fonctions. Je vous dis, je vois un animal qui m'agresse, mon chef m'agresse, eh bien, les premières réactions biologiques qui apparaissent, c'est le cœur qui s'accélère, la respiration, etc. D'accord? Donc là, l'individu, là, en fait, ça représente le niveau, ce tracé représente le niveau de résistance de l'individu au stress. Donc, durant la première phase, vous voyez, il ne résiste pas vraiment, hein. Le niveau de résistance, il est en dessous de la normale, donc il est en train de subir. D'accord? Alors, durant la deuxième phase, la phase de résistance, là, bien sûr, c'est une réaction d'adaptation destinée à faire face d'une manière chronique, c'est-à-dire durable dans le temps, et elle correspond souvent, là, le sujet va essayer d'agir pour résister au mieux. Donc là, vous voyez que le taux de résistance, il augmente, donc vous voyez qu'on est au-dessus du niveau normal de résistance, d'accord? Pour essayer, donc, le sujet cherche à déstresser, d'accord, par une forte résistance. Et comment il peut résister? Il peut résister, par exemple, en utilisant des produits. Il consomme des produits qui vont le faire oublier, en quelque sorte, euh, le drame qu'il vit, le stress qu'il vit, soit en tenant le coup, donc en s'accrochant, soit il peut prendre des produits pour se calmer, comme par exemple, il peut se donner à l'alcool, au tabac, il peut se donner euh, aux médicaments. Donc, la phase de résistance, c'est une réaction d'adaptation destinée à faire face de manière chronique. Elle correspond souvent à l'utilisation de produits, soit pour tenir le coup, soit pour se calmer. Et comme produit, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool, du tabac, etc. Alors, en troisième phase, l'épuisement, on a dit si le stress dure dans le temps, eh bien, le sujet s'épuise et voyez que le niveau de résistance, il s'effondre, il ne cherche plus à résister, ça y est, il est voué à l'échec et au désespoir. Alors, cet épuisement, il est caractérisé par la fatigue extrêmement, une fatigue extrême, souvent accompagnée de l'impossibilité de continuer à travailler. Donc là, le sujet, il se trouve dans l'incapacité de travailler tellement il est épuisé. Il peut y avoir apparition de maladies, on va en parler plus tard. Donc, il y aura un véritable effondrement de l'organisme avec éventuellement l'apparition d'un état dépressif euh, plus ou moins avancé chez l'individu. Alors, durant cette phase d'épuisement, donc là où on n'en peut plus, c'est ce qu'on appelle en anglo-saxon le burn-out. Alors, ce burn-out, bien sûr, il peut être professionnel, euh, euh, dans le milieu du travail, le milieu professionnel ou maternel. Le burn-out professionnel ou maternel. Maternel, c'est-à-dire que la maman aussi, en postnatal, en phase postnatale après la naissance, elle peut vivre un état dépressif qui correspond à un épuisement. Donc, c'est aussi une phase finale de stress. Ça s'appelle le burn-out. Burn-out, donc, c'est un état dépressif qui apparaît. Il peut s'agir d'un burn-out
professionnel lié donc à un problème professionnel ou maternel lié à un état post-gestationnel chez la maman. Alors, quelles sont les manifestations du stress? Voici les symptômes les plus fréquemment cités chez les individus stressés. Alors, il y a des manifestations physiques, comme par exemple des tensions musculaires, donc on est tendu, des maux de tête et ou de dos, une fatigue plus ou moins générale, des perturbations du sommeil, des palpitations cardiaques, une hyperventilation respiratoire, transpiration, des troubles intestinaux, etc. Des manifestations aussi type émotionnel, donc on peut euh, avoir des altérations émotionnelles comme une impatience, l'irritabilité, comme l'impatience, l'irritabilité, on devient susceptible, on devient indifférent à notre environnement, on peut exprimer des changements d'humeur, donc on peut être de mauvaise humeur comme être de bonne humeur, on peut éprouver une inquiétude démesurée, la panique, des idées noires, un sentiment d'être incompétent, d'être inutile, un manque d'intérêt pour son environnement, etc. Les manifestations peuvent aussi être d'ordre comportemental et relationnel, comme par exemple des tics nerveux, accroissement de la consommation de calmants, comme je vous ai dit, relations tendues avec l'entourage, on peut se replier sur soi-même et on peut se désintéresser de soi-même, baisse d'intérêt pour autrui, donc se désintéresser de soi. Les manifestations peuvent être d'ordre intellectuel, c'est-à-dire là, on devient un petit peu plus confus, on a du mal à mémoriser, on devient vraiment avec des capacités intellectuelles diminuées, par exemple des pensées confuses, des difficultés de concentration et de mémorisation, diminution des capacités de s'organiser, affaiblissement de l'objectivité, donc on devient plus ou moins objectif dans nos actions, un manque de productivité mentale, etc. Donc on devient plus ou moins diminué sur le plan intellectuel. Donc voilà pour les différentes manifestations du stress et ça correspond donc aux symptômes les plus fréquemment cités par les individus. Le stress, bien sûr, peut être aigu ou il peut être durable dans le temps. Alors quand il est durable dans le temps, on parle de stress chronique. Alors lorsque le stress est chronique, eh bien, lorsque le stress il peut être à l'origine de l'apparition de maladies cardiaques. Alors, en effet, il est actuellement bien établi que l'exposition à des niveaux élevés de stress chronique ou d'exposition répétée au stress, peut accroître considérablement la vulnérabilité, en particulier aux maladies mentales graves et aux troubles cardiovasculaires. Donc, on devient plus vulnérable, plus euh, euh, susceptible de développer des maladies type mentales ou euh, euh, troubles physiologiques type cardiovasculaire. Alors, quels sont les dérèglements et les types de maladies qu'on peut développer? Donc, en fait, une grande variété de dérèglements dans tous les systèmes peuvent apparaître suite à un stress chronique. Alors, par exemple, une accélération du vieillissement par augmentation du stress oxydatif, un déficit nutritionnel pour, bien sûr, parce qu'en état de stress, on a besoin de beaucoup d'énergie pour répondre à cette situation alarmante, dramatique. Donc, on va consommer beaucoup d'énergie. Donc, et pour produire l'énergie demandée par la situation, bien sûr, le sujet fait appel au métabolisme très rapide des éléments nutritifs. Donc, il en consomme énormément, qui fait qu'il peut développer un déficit nutritionnel, il peut être dans le manque puisque il en consomme énormément. Un déficit immunitaire qui sera produit par le cortisol, puisque on verra que le stress va stimuler la production de cortisol en réponse au stress, et le cortisol, il va provoquer, il va agir par inhibition du système immunitaire. Il peut y avoir d'autres problèmes physiologiques, genre ulcération gastrique, des problèmes gynécologiques, et parfois améliorée chez les femmes stressées, parfois des périodes d'infertilité chez les hommes et les femmes stressées. Il peut y avoir également des problèmes de santé mentale. On peut devenir anxieux, donc développer une anxiété, ce qu'on appelle qalaq, des crises de panique,
des phobies, donc on développe des phobies pour des choses. On peut carrément devenir dépressif. On peut aussi devenir dépendant vis-à-vis de produits, de médicaments, etc. Et on peut aussi développer des troubles du comportement alimentaire, comme par exemple le fait de ne pas de vouloir se nourrir, ce qu'on appelle l'anorexie. Au contraire, on peut en manger énormément, c'est ce qu'on appelle la boulimie. Donc on peut euh, euh, avoir l'apparition de ces troubles mentaux suite au stress chronique. Des maladies à composantes psychosomatiques peuvent apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maladies à composantes psychosomatiques? Alors, comme exemple, vous avez ici entre parenthèses un certain nombre de maladies qu'on peut développer. Au fait, que c'est des maladies qui peuvent apparaître suite à des troubles psychologiques, donc à des chocs psychologiques, des troubles psychologiques qui peuvent retentir sur différentes parties de notre organisme. Euh, donc, ça peut être l'asthme, l'arthrite, l'arthrose, type arthrite rhumatoïde, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Crohn, une maladie qui touche le tube digestif, les intestins, euh, la migraine, la colite ulcéreuse, l'obésité, etc. Donc, en fait, le stress, il peut contribuer à l'exagération de ces problèmes ou à leur chronicité. Donc, c'est-à-dire les maintenir, les prolonger dans le temps. S'ils existent déjà, il va les exagérer et il peut les maintenir, contribuer à leur maintien dans le temps. Donc, les exacerber ou les rendre chroniques chez l'individu. Il peut y avoir aggravation de maladies, alors c'est-à-dire aggravation de maladies, par exemple, accélérer leur évolution, comme l'hypertension, le diabète de type 2 et ou le cancer. Ou le cancer. Alors, en fait, les stresseurs ont été regroupés dans deux types. Donc, en fait, les différents types de stress euh, peuvent être énumérés, peuvent être de deux ordres. Alors, il y a ce qu'on appelle les stress systémiques. Alors, les stress systémiques, c'est les stress qui touchent nos systèmes biologiques, nos liquides biologiques. Par exemple, une hyperosmolarité chronique, par une déshydratation par exemple. La stimulation du système immunitaire, c'est aussi une source de stress. La surrénalectomie, le fait de détruire, de léser la surrénale chez un animal. Une hémorragie aussi, donc c'est aussi une source de stress. Donc l'hémorragie, c'est un stress. On parle de stress hémorragique. L'éther, donc vous connaissez ce que c'est que l'éther. Le fait de sentir l'éther, c'est aussi une source de stress. Et vous verrez que ça peut activer l'axe corticotrope. Une drogue qu'on appelle la colchicine, qui est utilisée comme médicament et qui est utilisée comme drogue pharmacologique au niveau dans l'expérimentation cérébrale. Alors, ces stresseurs systémiques, en fait, ils constituent une menace directe pour l'homéostasie. Pourquoi? Parce qu'ils touchent carrément nos liquides biologiques. Ça touche l'osmolarité, ça touche le système immunitaire, ça touche donc le système sanguin, etc. Alors, puisque ça touche nos systèmes biologiques, eh bien sûr, c'est une menace directe pour l'équilibre de ces systèmes biologiques qu'on appelle l'homéostasie. Alors, et ces stresseurs systémiques déclenchent directement, comme on va le voir, une activation de l'axe corticotrope, qui est l'axe qui va s'activer suite à un stress. Alors, le second type de stresseur, c'est ce qu'on appelle les stress ou les stresseurs neurogéniques. Alors, ces stresseurs neurogéniques, ils vont toucher des parties de l'organisme, des parties périphériques de l'organisme, et ils vont parvenir à notre cerveau à travers des voies nerveuses, à travers des voies neuronales. C'est pour ça qu'on parle de stress neurogénique. Alors, systémique, ça touche les systèmes biologiques, neurogénique, donc ça va euh, suivre des voies nerveuses pour euh, agir et pour solliciter notre organisme. Alors, parmi ces stresseurs neurogéniques, il y a l'immobilisation, le fait d'immobiliser quelqu'un, c'est-à-dire l'emprisonner dans un espace clos, ça peut le stresser. Un animal, lorsque je prends un rat et que je l'immobilise, je lui accroche les pattes antérieures et postérieures et la queue, eh bien, l'animal finit par stresser
et ça va aussi développer, ça va activer son axe corticotrope. Des chocs électriques, donc si le sujet ou l'animal subit des chocs électriques, c'est un stresseur neurogénique. Le fait d'introduire l'individu ou l'animal dans un nouvel environnement, par exemple un individu qui vit en Afrique du Sud, en Afrique, au Sahara du Sahel, et après on le met dans un autre environnement, au pôle Nord par exemple, eh bien le changement de cet environnement euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs points de vue, thermique, l'éclairement, l'éclairement, etc., etc., eh bien, ce nouvel environnement sera aussi une source de stress pour l'individu. Un animal aussi, un animal par exemple sauvage qui vit à la montagne, dans son biotope naturel, on le capture, on le met dans une animalerie de laboratoire, eh bien, ce transfert, donc ce changement d'environnement pour cet animal va être aussi une source de stress. Alors, ces stresseurs, ces exemples de stresseurs neurogéniques, ils provoquent, comme les stresseurs systémiques, ils provoquent aussi une activation de l'axe corticotrope. Alors, mais comment l'information stressante parvient au cerveau? Eh bien, ces stresseurs sont capables d'intégrer l'ensemble des modalités sensorielles pour initier la réponse, avant d'initier la réponse. Qu'est-ce que c'est que ces modalités sensorielles? On a déjà vu la physiologie sensorielle au semestre précédent et bien sûr, les voies sensorielles, c'est tout ce qui est emprunté à travers, par exemple, le visuel, à travers la peau, à travers l'auditif, à travers le goût, à travers l'odorat, etc. Donc, un choc électrique, par exemple, il va stimuler des récepteurs euh, de la douleur, les nocicepteurs qu'on a au niveau somatique, au niveau de la peau, et ça va euh, provoquer donc une sensation de stress au niveau de notre cerveau. L'immobilisation aussi, ça suit les récepteurs périphériques, les récepteurs somatiques. Un nouvel environnement, bien sûr, il y a la vue, il y a les récepteurs, les thermorécepteurs, il y a l'odorat, il y a l'auditif, etc. Donc, ces stresseurs, au fait, vont véhiculer un message vers le cerveau à travers les voies sensorielles. Alors, mais la différence par rapport aux stresseurs systémiques, c'est que ces stresseurs ne constituent aucune menace directe pour le maintien de l'homéostasie. Ça ne touche pas nos milieux biologiques, nos liquides biologiques, nos systèmes internes. Par contre, pour les systémiques, ça touche nos systèmes biologiques, donc c'est une menace directe pour l'homéostasie. Dans ce cas, il n'y a aucune menace directe pour l'homéostasie. Le choc, bien sûr, c'est la perception d'un environnement stressant qui n'est pas normal par l'individu. Alors, quelles sont les réponses neuroendocriniennes? Bien sûr, il y a des réponses comportementales et il y a des réponses neuroendocriniennes liées à ce stress. Alors, les réponses neuroendocriniennes, pour déclencher ces réponses neuroendocriniennes, en fait, il y a deux grands systèmes neuroendocriniens qui vont être sollicités ou activés. Il y a en un, il y a le système sympathique, abrégé SS, et il y a l'axe corticotrope. Alors voilà donc les deux systèmes neuroendocriniens qui peuvent s'activer, qui vont s'activer suite à un stress qui peut être soit systémique, soit neurogénique. Donc, lorsque le stress euh, retentit sur le cerveau, donc il va activer des neurones situés dans une structure qu'on appelle l'hypothalamus. Alors, la première voie qui va s'activer, c'est le système sympathique, c'est cette voie-là qui est à gauche. C'est la voie qui va s'activer en premier. Alors, vous verrez ce que ça déclenche comme réponse physiologique. Donc, l'activation des neurones hypothalamiques va venir activer ce qu'on appelle des fibres nerveuses sympathiques. Le système sympathique, vous l'avez vu en escate, donc vous savez de quoi il s'agit. Activation des fibres nerveuses sympathiques. Ces fibres sympathiques qui vont bien sûr déclencher qui vont activer la médule surrénale, qui va produire une forte concentration de catécholamine, en plus des fibres nerveuses qui innervent les différents organes que vous connaissez, le cœur, le poumon, l'intestin, etc., etc., tous les organes internes, donc qui vont produire au niveau de ces organes
des catécholamines aussi, des catécholamines euh, de la noradrénaline, d'accord? Et ça va, donc en plus de cette charge de catécholamines produite par la médullosurrénale, eh bien, on va avoir l'apparition, donc les catécholamines vont produire un certain nombre de réponses physiologiques, à savoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, une plus grande fixation et transport d'oxygène. On a dit que c'est une situation qui est euh, vécue comme étant alarmante. Donc le sujet, il doit s'approprier tous les moyens pour agir. Donc il a besoin de plus d'oxygène, il a besoin d'énergie. Donc le glucose circule, va mobiliser ses sources énergétiques sous forme de glucose. Donc le glucose circulant augmente, sous forme d'acides gras libres circulants qui vont aussi augmenter, et bien sûr une dérégulation de la fonction immunitaire. Ça, c'est la première réaction qui apparaît. Donc, activation du système sympathique par mise en jeu des catécholamines, adrénaline et noradrénaline. Alors, en seconde, donc par la suite, donc, il y a une autre chronologie d'activation. Il y a d'abord l'activation du système sympathique, puis activation de l'axe corticotrope. En fait, il va prendre la relève de ce système sympathique qui va s'activer pendant une durée courte, et puis c'est l'axe corticotrope qui va prendre la relève. Alors, comment il s'active? Eh bien, des neurones hypothalamiques qu'on appelle des neurones ACRH qui contiennent un facteur neuroendocrine qu'on appelle ACRH. Ces neurones hypothalamiques ACRH qui vont venir, qui s'activent, qui vont libérer, produire de la CRH, qui va être libérée au niveau de l'hypophyse par un système vasculaire qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse, qu'on appelle le système porte hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse voit ses cellules ACTH s'activer. La CTH libérée dans le sang va agir au niveau du cortex surrénalien pour produire du cortisol. Alors, vous voyez qu'il y a probablement aussi la CTH qui peut aussi, en quelque sorte, activer à moindre degré la voie de la médullosurrénale. Donc, le cortex surrénalien qui s'active produit le cortisol. Alors, vous voyez le, le centre de la surrénale, ce qu'on appelle la médullosurrénale, il produit la catécholamine. Cette fois-ci, c'est la périphérie de la surrénale qu'on appelle le cortex surrénalien qui va produire le cortisol chez l'homme ou corticostérone chez l'animal. Alors, que fait ce cortisol ou ces glucocorticoïdes? Eh bien, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il va continuer à adapter l'organisme par rapport au stress en maintenant ce qui a été déclenché par les catécholamines, à savoir augmentation du glucose circulant, des acides gras libres circulants. Le cortisol, par contre, il a une action précise sur la fonction immunitaire, c'est qu'il inhibe le système immunitaire. D'accord? Alors, ça peut agir sur d'autres fonctions, inhibition de la reproduction, de la croissance. Voilà donc pour les deux axes neuroendocriniens qui vont s'activer l'un après l'autre suite à un stresseur neurogénique ou systémique. Alors, je reviens rapidement sur ce système sympathique. Vous l'avez déjà vu, donc vous avez déjà vu ce genre de schéma organisationnel anatomique du système végétatif, qui est le système nerveux parasympathique et le système orthosympathique. Alors, bien entendu, ce qui nous intéresse pour la réponse au stress, c'est la réponse sympathique qui est encadrée en rouge. Donc, le système sympathique, il est caractérisé par une réaction, comme je vous l'ai dit, il est caractérisé par une réaction immédiate à l'agent stressant. C'est le premier système qui va s'activer suite à un stresseur. Donc, il réagit immédiatement. Et comment? Eh bien, il réagit via, comme on vient de le voir, via les catécholamines qui sont responsables des réactions sympathiques. Alors, la mise en jeu de ce système sympathique va se traduire, comme on l'a dit, par une libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses. Donc, on a dit que le système sympathique, vous voyez, c'est la voie nerveuse sympathique, c'est la voie verte. D'accord? Alors, il y a il y a deux neurones, il y a le préganglionnaire et le postganglionnaire. Le postganglionnaire, donc la voie médulaire s'active, eh bien, thoracolombaire va s'activer pour activer les neurones, bien sûr, pré- et postganglionnaires qui vont produire de la noradrénaline. Donc, ils vont
produire de la noradrénaline au niveau de différents organes. Et la noradrénaline, bien sûr, au niveau du cœur, ça l'accélère, les poumons, ça accélère, etc., etc. Et en plus de cette production de noradrénaline par les terminaisons sympathiques au niveau des organes, il y a l'activation de la glande surrénale, de la médula surrénale, qui va produire, comme on l'a dit, une forte, qui va produire la médula surrénale, qui va produire une forte concentration d'adrénaline, de catécholamine. D'accord? Et cette catécholamine produite par la glande surrénale va encore amplifier l'action des fibres nerveuses sympathiques sur les organes, sur les viscères. Alors, donc, la mise en jeu du système sympathique se traduit par une libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques qui sont aux bordures des organes, d'accord, sur les organes, par la pardon, se traduit par une libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses, d'accord, au niveau des organes, et d'adrénaline par la médula surrénale. Donc, la médula surrénale qui va produire de l'adrénaline, qui va encore amplifier l'action de la noradrénaline produite par les fibres sympathiques. Alors, leur libération, donc la libération de ces catécholamines, va présenter un pic sécrétoire. Donc, on va se trouver avec un pic, une forte libération, une forte charge dans le sang, 2 minutes après le stimulus. Donc, vous voyez que c'est une réponse immédiate à l'agent stressant. Donc, les réactions sympathiques, si on considère bien sûr les organes qui vont être sollicités par ces catécholamines, par l'adrénaline de la surrénale et la noradrénaline libérée par les fibres sympathiques, voilà les réactions sympathiques qui vont apparaître, que vous connaissez. La tachycardie, c'est-à-dire accélération de l'activité cardiaque, augmentation de la pression artérielle, la dilatation pupillaire, c'est-à-dire augmentation du diamètre de la pupille de l'œil, une bronchodilatation, accélération de l'activité respiratoire, pitorexie, accroissement de la thermogenèse, c'est-à-dire accroissement de la thermogenèse, c'est-à-dire et ceci par augmentation de la sécrétion de sueur, la thermogenèse. Donc on génère de la chaleur par augmentation de la sueur, de la sécrétion de sueur. On a besoin aussi de mobiliser de l'énergie, et ceci par une hypertriglycéridémie par lipolyse. Donc, il y a apparition des triglycérides donc, par lyse des lipides, donc c'est une néosynthèse, hyperglycémie par glycogénolyse, donc, c'est-à-dire la lyse, la dégradation du glycogène pour mobiliser, pour avoir le glucose qu'il faut, ou par une néosynthèse, donc la néoglycogénèse. Il y a aussi une redistribution du sang des territoires viscéraux vers les muscles et le cerveau. Alors, pourquoi une redistribution du sang? Parce qu'en situation de stress, on a besoin d'agir sur le plan somatique. Donc, nos muscles qui s'activent, on peut fuir, on peut aller agir, on peut bouger. Donc, il y a une action somatique, motrice qui peut se déclencher. Et puis, le cerveau aussi qui travaille d'une manière beaucoup plus intense. Donc, en fait, le sang, il va être concentré vers les muscles et le cerveau au détriment des territoires viscéraux qui n'en ont pas vraiment besoin. C'est les muscles et le cerveau qui en ont besoin. Donc, une redistribution du sang des territoires internes vers les muscles et le cerveau. Donc, ceci, bien sûr, apparaît par vasodilatation musculaire. Donc, il y a une vasodilatation musculaire puisque les muscles ils ont besoin d'une grande venue de sang. Donc, ils ont besoin de beaucoup de sang, beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments. Par contre, une vasoconstriction au niveau du système digestif parce qu'on n'a pas vraiment besoin du système digestif pour les réactions immédiates. Et puis, bien sûr, cette vasoconstriction sera à l'origine d'une diminution de l'activité digestive. Voilà donc pour les réactions sympathiques qui apparaissent suite à un stress. Alors, bien sûr, toutes ces réactions vont dans le sens d'une mobilisation très rapide d'énergie. Donc, on a besoin d'énergie, une mobilisation très rapide d'énergie et d'une nouvelle distribution énergétique. En faveur de quoi? Eh bien, en faveur des territoires qui en ont besoin, le territoire musculaire et cérébral, et ceci pour profiter, donc pour pouvoir déclencher une réaction comportementale de lutte. Donc, je lutte, le stress, la réaction au stress, c'est une réaction de lutte, une réaction comportementale, je bouge, j'agis, je m'adapte
ou de fuite, donc je peux fuir carrément une source de stress. Voilà, donc c'est une mobilisation. Ces réactions sympathiques vont dans le sens d'une mobilisation très rapide d'énergie et d'une nouvelle distribution énergétique. Voilà donc pour cette voilà donc pour cette séquence qui concerne donc euh, des généralités et les premières réactions euh, physiologiques qui apparaissent, à savoir l'activation des deux axes neuroendocriniens, l'axe sympathique. Et dans la séquence suivante, il sera question de l'axe corticotrophe.